Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de 7 jours dans la savane. Dans l'actualité cette semaine, un nouveau gouvernement de combat pour faire face aux défis de l'heure au Burkina Faso. À peine installé, le Premier ministre Lassina Zerbo et son équipe affichent de grandes ambitions. Des annonces fortes ont été faites à l'issue du Conseil des ministres de prise de contact, analyse et décryptage avec Alphonse Ouedraogo. Le budget de l'État exercice 2022 adopté cette semaine à l'Assemblée nationale, plus de 20% alloués à la sécurité et à la défense. Nous en parlerons avec Rachid Assad Zongo. Emmanuel Macron annule son déplacement initialement prévu ce 20 décembre au Mali. Qu'est-ce qui pourrait expliquer un tel changement de dernière minute? Notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, nous en dira un peu plus. Et dans l'édito cette semaine, Soumaïla Rabo nous dit que au CDP, c'est le bicéphalisme suicidaire qui fait recette. Vous aurez donc l'occasion de comprendre dans l'édito de la semaine. Et dans sa fête débat, nous nous penchons sur la nomenclature du nouveau gouvernement. 25 membres contre 33 dans le précédent gouvernement, avec des ministères qui fusionnent. Comment réussir le pari de la réorganisation administrative dans ce contexte d'immenses défis et surtout d'urgence? Nous en parlerons avec deux administrateurs civils sur ce plateau. Il s'agit de Youssouf Ouattara, il est administrateur civil, expert en politique publique et directeur exécutif du CIFOWEB, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget, et Adama Bidiga, également administrateur civil, ex-secrétaire général du SINAXAB, le syndicat national des administrateurs civils et des secrétaires administratifs du Burkina Faso. Voilà pour le décor de ce numéro. Merci d'être avec nous. Et pour débuter cette partie décryptage, je suis en compagnie d'Alphonse Ouedraogo. Alphonse, bienvenue. Merci Kambou. Alors, débutons par cette actualité. Les membres du gouvernement Zerbo 1 ne devront pas parrainer n'importe quelle activité sociale. C'est l'une des décisions fortes prises par le Premier ministre. C'est là afin que les membres de son gouvernement puissent se concentrer sur leur mission. Des organisateurs d'événements se prononcent. Pakisba Mariam Ouedraogo est allé à leur rencontre. Suivons son reportage avant de retrouver Alphonse Ouedraogo pour en parler. Le 15 décembre dernier, lors de la prise de contact du gouvernement Zerbo, le Premier ministre a laissé entendre ceci. On va essayer, dans cette dynamique de réduction du train de vie de l'État, d'essayer de nous mettre proche des populations sans faire souffrir l'État. Donc les parrainages, je ne sais pas comment on les appelle, on va essayer de réduire ça au maximum et pour que les ministres se consacrent à leur travail. Pour le journaliste culturel et promoteur de la soirée Gala les 12 PCA, David Hervé Ola, il était temps que cette pratique cesse. Moi je dis que c'est une très très belle chose, bien pensé de la part de ce gouvernement. Vous savez, de plus en plus on avait l'impression que les ministres venaient beaucoup plus pour s'afficher, c'est-à-dire présenter un peu leur image. Ils ne s'occupaient même plus de leur mission. On voyait ça et là, à peine 48 heures, les ministres justement demandaient même eux-mêmes justement à s'afficher, à être parrain des événements, alors que ce n'est pas leur rôle régalien. Le rôle régalien justement c'est de remplir les missions par le biais justement des activités qui seront en cours. Autre chose également, il y a certains ministres, certains ministères qui intervenaient dans les départements qui ne les regardaient pas. Donc pour moi c'est une façon aussi un peu de réguler un peu ce secteur-là, parce que de plus en plus, quand les ministres venaient, ils avaient plutôt l'impression justement que c'est plus souvent s'afficher, n'est-ce pas, à travers les événements, qu'on dirait effectivement qu'ils font du bon boulot, alors que le plus important est ailleurs. Cependant, Issouf Sawadogodi Oskimo, artiste, musicien et promoteur de Oskimo Tour, Jeune Propre Sans Drogue, ne partage pas l'idée de David Hervé Ola. Quand on dit on vient pour régler les problèmes, il ne faut pas créer d'autres problèmes. Parce que nous sommes des acteurs culturels aussi qui mènent au développement du pays. Donc aujourd'hui, pour
mener une activité au Burkina, on sait que quand tu n'as pas un parrain, que ce soit un ministre ou un DG, c'est compliqué. Et le Premier ministre, quand il donne ce temps, bon, il ne sait pas comment il va se faire aimer par le monde culturel ou par le monde de tous ceux qui sont dans l'événementiel. Parce que c'est l'événementiel aussi qui fait vivre le pays. Dire qu'il n'y a pas de parrainage, mais c'est dire que lui-même, bon, moi je peux dire en tant qu'artiste que ça ne commence pas bien, mais dire clairement qu'il y a moins de parrainage, mais on fait comment? Ou bien le Premier ministre a une autre solution pour les acteurs, comment on appelle ça, culturels, ou le Premier ministre a aussi peut-être, comment on appelle ça, un autre moyen pour que les artistes ou le monde événementiel puisse vivre. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne faut pas venir couper le travail des autres. Pour David Hervé Onla, cette décision du gouvernement Zerbo n'entrave en rien l'organisation d'événements au Burkina Faso. Ne confondons pas le parrainage et l'accompagnement. Parce que parrainer, ce n'est pas le ministre qui parraine. Ce n'est pas le ministre qui enlève son argent de la poche. Ce n'est pas son image qu'on a besoin de voir. C'est sur le département ministériel qui doit accompagner. Il faut qu'on voit la nuance. Ce n'est pas parce qu'on a décidé, le gouvernement a décidé qu'on veut pouvoir les images des ministres, mais les ministres ne doivent pas parrainer, que le ministère ne doit pas accompagner les activités culturelles. Moi, je ne vois pas ça comme ça. À moins que c'est plus clair, il faut le dire clairement que les ministères n'accompagnent plus les événements culturels bien à caractère. Je ne sais pas comment ils peuvent expliquer ça. Là, on comprendra et puis on saura comment réagir. Une chose est sûre, cette question de diminution des parrainages annoncée par le Premier ministre suscite déjà des réactions au sein de l'opinion. Reste à voir son application sur le terrain. Alors, Alphonse, les priorités du gouvernement Zerbo 1 sont connues: lutte contre le terrorisme, réduction du train de vie de l'État. Et pour que les différents ministres puissent se concentrer sur leur mission, le Premier ministre déjà prend cette décision qui est que les ministres ne devront plus parrainer n'importe quelle activité sociale. Qu'en pensez-vous? Vous venez d'écouter quelques organisateurs d'événements qui se sont prononcés sur la question. Alors, je pense que ça, c'est un faux débat parce que, il faut le dire, les ministres, les dossiers sont essentiellement traités par ceux qui entourent le ministre, les SG, les directeurs du cabinet et bien d'autres techniciens. En réalité, il n'y a pas à dire que le fait que le ministre va parler d'une activité va jouer ou impacter négativement les dossiers qu'il doit traiter. Moi, je pense que à ce niveau, c'est vrai, c'est bien d'appeler les ministres à se mettre à la tâche très rapidement, comme ils se sont donné d'ailleurs un délai d'1 mois pour consacrer à la sécurité. Ça, c'est très important. Mais je pense que arriver à ce niveau-là, demander que les activités qui sont souvent parrainées par des ministres, qu'on puisse faire un ralenti à ce niveau, je pense que ça, on ne doit pas s'attarder sur cette question-là. Est-ce que cette décision du Premier ministre n'a pas son pesant d'or quand on sait que il y a parfois des ministres qui, peut-être à force de s'afficher lors des événements sociaux, lors des activités à caractère social, peuvent avoir l'impression, peut-être sans le savoir, qu'ils travaillent alors qu'ils ne font pas assez ce pourquoi ils sont là. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Je pense que les gens, en quoi consistent les parrainages? Le ministre qui est parrainé d'une activité ne veut pas forcément dire qu'il a donné des millions. Déjà, c'est l'image que ça représente. Ça rassure les partenaires. Pour une activité de grande envergure, si le ministre est parrain, ça donne un autre écho par rapport à l'activité. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Bref, si le Premier ministre dit « j'ai besoin que les ministres se détachent un peu de certains événements où souvent leurs parrainages sont demandés », c'est une décision qu'on respecte. Mais penser que ça peut influencer ou ça va montrer que le ministre travaille, ce n'est pas ça l'important. Donc, nous souhaitons qu'ils se mettent tous à la tâche, c'est très important. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas se déconnecter de la population. Imaginez que tous les ministres se mettent à ne plus parrainer des activités. Je pense qu'il y aura un fossé entre l'exécutif et la population. Or, le Premier ministre dit, selon les consignes données par le chef de l'État, c'est l'humilité, c'est l'intégrité, c'est vraiment la rigueur dans le travail. Et c'est être aussi proche de la population.
donc qui ne s'enferment pas dans leur bureau. Ce que j'aurais souhaité, c'est que le Premier ministre dise... de la population, est-ce que cela ne signifie pas rester dans le cadre de sa mission, tout en étant proche de la population? Parce que ce que dit le Premier ministre Zerbo aussi, ça veut dire que s'ils vont en tout cas vers les populations, ils doivent aller dans le cadre de leur mission donc qui leur ont été confiées. Vous pensez que sans les cérémonies, c'est quelle occasion qui peut permettre à un ministre d'aller dans un quartier, dans un secteur, dans une localité bien donnée? C'est des cérémonies. Je pense qu'on peut demander à ce que ça ralentisse, mais comme ils ont bien dit, n'importe quelle activité, il n'y a pas de souci. Sinon on ne doit pas vraiment se chamailler sur cette question-là. Il n'interdit pas le parrainage, mais pas pour n'importe quelle activité. Cette précision est importante. Oui. Donc déjà, nous sommes heureux qu'il commence à mettre des points sur les i. Ça veut dire que c'est un gouvernement qui est venu effectivement pour travailler, un gouvernement de combat. Et donc nous allons le juger à l'œuvre. Nous allons les juger à l'œuvre. Déjà, c'est un gouvernement qui se fixe des priorités. On parle de la réduction du train de vie de l'État. Oui, ça aussi c'est important, c'est vraiment louable, mais je pense qu'il faudrait que cette fois-ci, là, ça ne soit pas comme du vent. Nous l'avons vu avec le Premier ministre sortant, Christophe Dabiré, et par la suite, le comportement de certains ministres donnait tout le contraire. Ouais. Voilà, quand les ministres se permettent de s'acheter des véhicules de près de 100 millions, ça veut dire que le train de vie de l'État là n'était qu'une promesse, n'était que du vent. Donc, je pense qu'à ce niveau, il faut travailler et il faut aussi communiquer. Voilà, il ne suffit pas de faire des promesses, mais que les citoyens puissent constater qu'effectivement, il y a une diminution du train de vie de l'État. On ne demande pas aux ministres d'aller au service à vélo ou à moto, mais il y a un minimum qu'il faut réunir pour assurer les populations. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et vous faites bien de rappeler que le Premier ministre sortant, Christophe Dabiré, avait promis la même chose. Tout à fait. À son premier conseil des ministres. Tout à fait. On a diffusé l'élément plusieurs fois ici sur nos écrans. Et bon, on avait festoyé. Le bilan était amer. Le bilan était amer, donc on ne le souhaite pas pour ce nouveau gouvernement également. Et l'autre priorité, c'est la question sécuritaire. Et déjà, le Premier ministre estime que ce sera la priorité des priorités dans les 30 jours qui suivent. Tout à fait. Que peut-on attendre? Non, ce qu'on attend de ce gouvernement à ce niveau-là, c'est le voir très rapidement se mettre au travail. Parce que ce gouvernement doit savoir que c'est la question de sécurité qui a fait que ce gouvernement est né. Sinon, si nous étions dans une situation normale, je ne pense pas que le Premier ministre Lassine Zerbo soit vraiment appelé à cette mission-là très rapidement. Alors, c'est pour dire que ce gouvernement doit avoir pour souci la sécurité. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler de plans de développement à l'horizon 2040, 2030. Ce n'est pas la priorité des Burkinabés à l'heure là. C'est la sécurité. Quand vous dites, d'ici un mois, les déplacés vont regagner leur village dans telle ou telle localité, ça rassure et c'est ce que le peuple attend aujourd'hui. Donc, c'est cette question de la sécurité. Il faut très rapidement travailler, il faut le soutien des populations, il faut une mobilisation générale. Parce que c'est comme il y a des gens qui ne sont pas encore conscients de la situation, qui pensent que ce qui se passe là, c'est sur l'autre, jusqu'à ce que ça arrive sur toi aussi, et que tu en fasses d'abord, maintenant, un problème, comme si ça se passait aux États-Unis ou en France. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre que le diable rentre avant de fermer la maison. Il faut très rapidement se lever à l'heure là, qu'on se mette ensemble. Et moi je pense qu'ensemble, on pourra vaincre ce terrorisme-là. Vous faites bien de revenir sur ce point. On se rappelle qu'au moment où on recrutait les volontaires pour la défense de la patrie, certains avaient proposé que cela se fasse sur toute l'étendue du territoire national. Mais à l'époque, on avait jugé qu'il fallait le faire uniquement dans les zones menacées, comme s'il y avait des zones qui n'allaient jamais être à l'abri, menacées, jusqu'à ce qu'on soit surpris que finalement c'est presque tout le territoire qui est en train d'être menacé. Merci pour votre analyse sur ce point. Et on remarque également que les caciques du parti au pouvoir sont débarqués de ce gouvernement, pas tous quand même, mais
il y a de grosses pointus qui sont débarquées de ce gouvernement. Clément Sawadogo, Simeon Sawadogo, Salfo Ouedraogo, Salifou Tiem Touré, Marshal Ilboudo. Qu'en pensez-vous? Oui, effectivement, ceux-là que vous êtes en train de citer sont effectivement des caciques du parti au pouvoir. C'est un balayage qui a été fait à ce niveau, et ça, il faut dire que c'est le chef de l'État qui a bien voulu s'assumer. Vous voyez que son gouvernement s'est resserré, même si ce n'est pas arrivé à 100%, mais ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert, je pense à des gens de l'opposition qui pourraient faire partie de ce gouvernement-là. Ce n'est pas le cas. Bref, il veut s'assumer. Donc, c'est une équipe qu'il a bien concoctée en sa manière. On va voir ce que cette équipe va poser comme jalon dans les mois à venir. Et l'autre élément que je voulais souligner, effectivement, est que si bien que des caciques du parti au pouvoir ont été éjectés, il y a aussi le fait que ce gouvernement n'est pas politique. N'est pas politique parce qu'il est composé de technocrates, des gens qu'on estime qu'ils sont la réponse. Nous l'espérons bien. Mais n'oublions pas qu'au Burkina Faso aujourd'hui, notre problème, la solution, elle doit être politique. Donc, il ne faut pas penser que des technocrates puissent à eux seuls faire ou être la panacée. Bien au contraire, il faut l'action conjuguée de tout le monde. Il faudrait que ça soit vraiment un engagement politique, qu'au-delà de ce gouvernement, il y ait d'autres initiatives qui puissent mettre les Burkinabés ensemble. Surtout entre les politiciens, entre eux et entre toutes les composantes de la nation. Je pense que ça aussi, ça peut être un rempart pour vraiment venir à bout de ce que nous vivons, à bout du terrorisme. Est-ce que le danger avec des personnalités politiques aussi, ce n'est pas que on les voit après en train de faire la politique politicienne alors qu'il y a des urgences? Est-ce que ce n'est pas cela qui explique ces choix qui a été opéré par le président du Faso de mettre de côté les caciques du parti au pouvoir? Oui, je vous comprends parce que je n'apprécie pas son choix, si c'est positif ou pas, mais je constate et je mesure à travers la situation dans laquelle nous sommes. S'il a estimé mettre de côté des caciques du parti au pouvoir, ça veut dire qu'il a estimé qu'aujourd'hui, on ne doit plus faire la politique par rapport à la situation qui est là présentement. Mais toujours est-il que ce ne sont pas tous ceux qui sont, ou beaucoup qui ont été appelés à ce gouvernement-là. Il y a toujours des militants du MPP. Donc, ne nous voilons pas la face parce que il a fait un choix qu'il va assumer et un choix que le peuple burkinabé certainement va soutenir jusqu'à ce que ce gouvernement puisse engranger de bons résultats. Et même le Premier ministre, rien ne dit que il n'est pas du MPP. Rien ne prouve, rien ne dit qu'il n'est pas du MPP. Chaque parti politique a ses cadres bleus, tout comme à on les fait. appelle. Il y a des militants gens qui travaillent dans l'ombre. Effectivement, il y a des militants actifs et il y a des militants aussi, ou des sympathisants, voilà, de tel ou tel parti. Donc, peut-être que son engagement ou sa proximité a milité en sa faveur. Merci à vous. Peut-être terminons par ce point. Il y a également des revenants dans ce gouvernement, des gens qui étaient dans les précédents gouvernements, Kavatieba, et qui reviennent. Oui. Rosine Sori Koulibaly et Ismaïla Ouedraogo. Rosine Sori Koulibaly, il faut le rappeler, elle était dernièrement ministre chargée des Finances. Nous avons vu avec ce qui s'est passé avec les travailleurs. À chaque fois que cette dame revient, elle occupe des portefeuilles importants. Vous voyez, donc ça montre qu'elle a la compétence. Ici, aujourd'hui, elle est en charge du département des affaires étrangères. Nous souhaitons que cette fois-ci, ça peut encore être de bons résultats qui seront engrangés. Donc, je pense qu'elle a un contact avec l'extérieur. Donc, ça peut être important pour nous. Mais parlant de quelqu'un comme Ismaïla Ouedraogo, qui a été ministre de la Santé, ministre de la Jeunesse, cette fois-ci, avec le département chargé de la question environnementale. Je pense qu'ici, le chef de l'État a pensé, après Salif Diallo, vous savez qu'il est de la région du Nord,
On se rappelle aussi que le gouvernement de Dabiré, quand les gens de Waiwe ont constaté que Smaïla n'était pas dans l'équipe gouvernementale, beaucoup ont commencé à faire du bruit. Cette fois-ci, il a voulu combler donc ce vide-là. C'est bien, c'est de la géopolitique. C'est de la géopolitique interne. Voilà, interne. Donc, c'est tout à fait normal, même si ce n'est pas véritablement cela. On sait aussi que tous ces éléments-là comptent dans la composition d'une équipe gouvernementale. Et cette fois-ci, vous voyez que presque toutes les régions sont représentées. C'est pour dire que le chef de l'État donne un message que les gens se mettent ensemble. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo. Nous allons en tout cas attendre de voir la nouvelle équipe à l'œuvre avant de savoir que dit, voilà, de juger, comme vous l'avez dit. Merci une fois de plus d'être passé sur ce plateau. Et dans la suite, l'Assemblée nationale a adopté cette semaine le budget de l'État exercice 2022. Plus de 20% alloués à la défense et à la sécurité. On en sait davantage. Avec Sibline Akelse avant de retrouver Rachid Assad Zongo pour le décryptage. C'est au total 101 députés sur les 127 que compte l'Assemblée nationale du Burkina Faso qui ont voté pour la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022. C'est un budget élaboré dans un contexte particulier du Burkina Faso caractérisé par l'insécurité et le Covid-19. Pour le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Lassane Kaboré, ce budget consacre une part importante à la défense et à la sécurité. Donc notre budget a été élaboré en tenant compte naturellement la priorité liée aux questions sécuritaires. C'est pourquoi vous verrez que la part consacrée au niveau donc de l'ensemble des ressources de l'État, consacrée au secteur de la défense et de la sécurité, nous avons donc une part importante de plus de 20% de l'ensemble des ressources. Cela montre à souhait l'importance donc que le gouvernement a voulu accorder donc au secteur de la défense et de la sécurité. Les présidents des groupes parlementaires ont salué ce budget. Parmi eux, les présidents des groupes parlementaires UPC Amadou Djomdioda Diko et Paix, Justice et Réconciliation Nationale PJRN Gilbert Noël Ouedraogo. La paix et de la cohésion sociale. Et si cet aspect est déjà perçu, nous pourrons discuter après des autres problèmes. Ici donc nous avons donné notre quitus et il y a également que la question des PDI et sur la question éducationnelle a été prise en compte. Il y a également le secteur de la santé. Vous savez que depuis un certain temps également, cette pandémie, la Covid-19, va et revient. Donc c'est une question également qui a été beaucoup sollicitée et pour laquelle les députés également ont eu un grand penchant. Nous avons constaté qu'il y a des efforts qui ont été faits. Mais nous pensons que ces efforts doivent être poursuivis dans la mesure où, par exemple, sur la question de la défense, nous avons constaté que les montants qui sont alloués ne sont pas en corrélation avec ce qu'a prévu la loi de programmation militaire. Les montants sont en deçà. Alors que dans cette période, nous pensons que l'accent doit être mis sur ces secteurs-là, avec pour objectif de stopper la menace, de sécuriser notre pays et de ramener les personnes déplacées internes dans leur zone d'origine en toute dignité et en toute sécurité. La loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2022 se présente comme suit. Les recettes se chiffrent à 2 350 milliards de francs CFA, les dépenses 2 920 milliards, soit un déficit de 570 milliards. Les secteurs défense et sécurité auront plus de 20% du dit budget. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, a demandé au ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de revoir à la hausse les ressources affectés au VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Voilà, le budget de l'État exercice 2022 adopté par la représentation nationale. Nous en parlons avec Rachid Assad Zongo qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bienvenue. Merci Kambou, bonjour et bonjour à ceux qui nous suivent. Alors, je l'ai déjà dit, le budget de l'État exercice 2022 est adopté, 20% alloué à la défense et à la sécurité. Qu'en pensez-vous ? Merci bien Kambou. Déjà, avant, on va dire, de répondre à votre question, on pourrait dire que pour ce qui est en tout cas du budget de l'État, depuis pratiquement l'année 2020 jusqu'à l'année à venir, on constate en tout cas une certaine hausse en termes d'efforts
affecté à un certain nombre de secteurs, notamment, on va dire, le secteur de la sécurité, de la défense et de la sécurité. Alors, pour 2020, on se rappelle que le budget déjà prenait en compte les aspects en lien avec la défense et la sécurité prioritairement, mais également la préparation, l'organisation des élections de 2020 et aussi les engagements pour ce qui est de la mise en œuvre du gouvernement. Et pour ce qui est de l'année dernière, donc l'année 2021, le budget s'élevait à plus de 2100 milliards en termes de recettes et 2600 milliards pour ce qui est des dépenses. Et ce budget répondait, selon le ministre en charge des Finances, à l'évolution du contexte socio-économique national, et notamment la lutte contre la menace terroriste et bien sûr la prise en charge concernant les actions de lutte contre le Covid-19. Alors, pour le budget exercice 2022, votre question c'est de savoir, pour ce qui est en tout cas de 2022, on parle de 20% alloués au secteur de la sécurité. On pourrait dire que les efforts sont minimes. Et là-dessus, vous avez pu, à travers le reportage de notre confrère Sibi Nakelse, pu voir l'intervention de Gilbert Noël Ouedraogo à ce propos. Voilà, en tenant compte justement de la loi portant sur la programmation militaire, il y a on va dire quelque peu un effort moindre qui est consacré à la défense et à la sécurité quand on sait bien que c'est un secteur qui est constamment en mouvement et les défis sont énormes. Voilà. Et là-dessus, je pense que le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, est revenu sur le sujet et a souhaité que l'on puisse trouver en tout cas la formule pour qu'il soit consacré davantage de ressources, notamment aux personnes qui assure, on va dire, la défense au plan communautaire. On parle là ici des VDP, les volontaires de la défense de la patrie. Alors, une loi de programmation militaire qui existe et un budget qui ne va pas trop ou qui n'alloue pas des ressources en tenant compte de cette loi de programmation militaire. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela ? Plusieurs aspects pourraient éventuellement expliquer cela. On n'oublie pas que déjà au plan mondial, l'économie mondiale de façon générale est affectée sur tous les plans, avec la question des fermetures de frontières de nombreux pays, au plan africain comme pour d'autres continents. Donc ça pose un lourd problème en termes, on va dire, de flux pour ce qui est du secteur des transports, de l'économie, tout ce qui est en tout cas un secteur attaché à l'économie, il y a un plombage. Et cela justement se ressent bien sûr sur nos économies. Au-delà de cela, il y a la question sanitaire, voilà, qui est également intrinsèquement liée, on va dire, à cet état de fait. Parce que la fermeture des frontières est liée en grande partie, on va dire, à cette pandémie liée au Covid-19. Si bien que toujours au plan, on va dire, général, c'est les effets de cette pandémie-là qui concourent à, on va dire, réduire par moment les budgets de certains États. Et là-dessus, les États sont obligés de réaménager leurs priorités. On ne dira pas que l'État n'a pas fait d'efforts pour ce qui est en tout cas du budget consacré à la défense, mais au vu des défis qui sont là, on pense que c'est véritablement minime. Voilà. Donc c'est minime. Est-ce que cela aussi n'est pas lié au fait que la mobilisation des ressources pour le financement du PNDS 2 actuellement est bloquée? Mais c'est ce que je dis. Il y a la table ronde de Bruxelles qui n'a pas eu lieu, par exemple, pour le financement du PNDS 2. Et on le dit aussi de plus en plus, le PNDS 1 qui normalement est arrivé à terme, le PNDS 2 qui n'est pas encore financé, on se demande actuellement c'est quel programme qui est appliqué. Il y a une discontinuité parce que on l'a vu, de 2005 à 2010 on a eu le CSLP sans discontinuité. Après le CSLP, on a vu la SCAD sans discontinuté. Mais du PNDS 1 au PNDS 2, il y a une discontinuité qu'on ne comprend pas trop. Discontinuité. Est-ce que ce n'est pas lié à cela? Discontinuité qui, je ne suis pas un analyste en matière, on va dire, de macro et microéconomie, mais je puis dire que, et sans me tromper, que les contextes ne sont pas les mêmes. Le PNDS 1, lorsqu'il était élaboré, peut-être
ne prenait pas en compte assez les questions en lien avec les imprévus, imprévus liés bien sûr aujourd'hui aux questions en lien avec la sécurité, mais aussi imprévus majeurs comme on va citer le cas de la pandémie du Covid-19. Peut-être que c'est en grande partie ces éléments-là qui ont manqué dans le PNDS 1 et qui ne favorisent pas cette transition entre PNDS 1 et PNDS 2. On n'oublie pas qu'aujourd'hui, le PNDS 2 a des difficultés pour se mettre en œuvre parce que tout simplement, toujours les questions majeures qui font l'actualité, à savoir l'insécurité et la pandémie de Covid-19 sont à l'ordre du jour, donc sont d'actualité. Donc là-dessus, c'est trouver, on va dire, les formules qui vont permettre que d'ici là, le PNDS 2 puisse être opérationnel. Sans quoi, on va dire, les doléances comme quoi on souhaite qu'il soit alloué plus de ressources, notamment pour les volontaires, pour la défense de la patrie, ce n'est pas évident que cela pourra être effectif. Donc voilà. Merci à vous. Autre point du budget, c'est 30% ou cette allocation de 30% à l'éducation nationale. Cela se comprend également, compte tenu du fait qu'il y a l'éducation en situation d'urgence. C'est juste, c'est juste. Et je dirais là-dessus que c'est assez intéressant. Voyez-vous, le secteur de l'éducation, et vous l'avez dit, prend pratiquement plus de 30% du budget suivi de la défense avec 20%, ainsi que les domaines de la santé et le développement rural. Pour ce qui est du secteur de l'éducation, qui englobe à la fois le ministère de l'Éducation nationale, celui affecté à l'enseignement supérieur, mais également pour ce qui est du programme consacré à la formation professionnelle, l'année dernière, donc ou du moins cette année 2021, c'est 23% qui étaient consacrés, on va dire, au secteur de l'éducation. Pour ce qui est de l'exercice 2022, on se retrouve avec 30%. Je pense qu'il y a un effort colossal qui a été justement enregistré. On n'oublie pas que l'éducation, le secteur de l'éducation constitue aussi pratiquement le secteur qui draine la majorité des agents de l'État et donc qui occupe également une grande partie pour ce qui est de la masse salariale. Donc là-dessus, on peut comprendre que l'État, en tout cas, a mesuré véritablement les défis qui sont liés à la question de l'éducation et a fait des efforts pour que le budget soit revu à la hausse. Et parlant de défis, on ne pourrait véritablement pas finir d'en citer. Vous l'avez dit, on parle de programme d'urgence pour ce qui est du secteur de l'éducation et il faille nécessairement que cela soit pris en compte, sans quoi c'est comme si on aurait toujours des salles de classe mais sans enseignants, on n'aurait même pas pratiquement d'élèves. Donc là-dessus, je pense que l'État en tout cas a fait des efforts et c'est à saluer. Un autre secteur également que je pense dont il y a lieu d'apporter quand même certains éclaircissements et qui est également prioritaire, c'est le secteur de la santé. Et pour l'année 2021, le budget consacré, on va dire 11%, voilà, pour ce qui est du secteur de l'éducation. Pour ce qui est de la santé plutôt. Pour la santé, pardon. Pour ce qui est de l'exercice 2022, on se retrouve avec 13%. C'est vrai que c'est en deçà de l'engagement d'Abuja qui prévoit 15%, mais je me dis que même si cet effort-là se veut moindre, ce n'est pas rien. Quand on sait qu'on est dans une situation de pandémie de Covid-19, avec l'avènement, on a pu le voir à travers un communiqué du ministère en charge de la Santé, le nouveau Covid-19, ou sinon le nouveau variant du Covid-19 Omicron. Voilà, 2 cas détectés du côté de Bobo-Dioulasso. Je pense que cela va encore mobiliser plus de besoins pour ce qui est du secteur de la santé. Donc probablement que ce budget-là va trouver une certaine malléabilité. En tout cas, on attend de voir ce que le gouvernement et les acteurs, pour parler des PTF, vont justement consacrer comme effort pour que ce budget-là véritablement serve et résolve les défis auxquels justement les Burkinabés sont confrontés. En tout cas, le budget de l'État exercice 2022, 20% alloué à la défense et à la sécurité, 30% alloué à l'éducation nationale, ce qui signifie éducation nationale à proprement parler, enseignement supérieur et formation professionnelle. Et 11% pour la santé. 11%, du moins 13% pour la santé. On n'oublie pas de dire que l'éducation s'en sort un peu avec la part du lion. Tout à fait. Pour tenir compte du contexte également, parce qu'actuellement, c'est le programme d'éducation d'urgence, en situation d'urgence qui est en train de se mettre en œuvre. Et il faut aussi rappeler que l'éducation est aussi un outil
de lutte contre le terrorisme. Bien sûr. Voilà, parce que si les enfants qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire, qui sont déplacés aujourd'hui, ne partent pas à l'école, ce n'est pas évident qu'on puisse s'en sortir de cette situation. Donc, ce sont des chiffres qui se comprennent. Merci à vous, Rachid Assad Zongo, pour ce décryptage. Merci, Kambou, et bonne suite en compagnie de vos téléspectateurs. Merci. Et dans la suite, justement, le président français ne sera plus au Mali ce 20 décembre comme prévu. Une visite annulée officiellement pour des raisons sanitaires. Mais selon certaines indiscrétions, il n'y aurait pas eu d'accord sur les sujets de discussion entre Assimi Goïta et Emmanuel Macron. Pour en parler, nous accueillons notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro. Bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors, quel regard sur ce revirement du dernier minute, si on peut le dire ainsi? Oui, vous pouvez l'appeler ainsi, puisque c'est un revirement. Même aujourd'hui, toute la presse française en parle. C'était quand même une tradition pour le président français de fêter Noël avec les troupes engagées à l'étranger. Ce n'est pas seulement une tradition française, c'est aussi une tradition américaine, britannique, etc. Or, cette année, il y a un événement qui a quand même indiqué que le climat n'était pas propice à cela. Ouais. Vous vous souvenez que le tout premier déplacement d'Emmanuel Macron était à Gao, ou après son élection en 2017. Ouais. Alors, cette année, donc, il a voulu rééditer donc, n'est-ce pas, l'exploit, pour ainsi dire, mais ça n'a pas marché. Entre-temps, il y a eu d'abord ces deux coups d'État, et lesquels coups d'État ont occasionné des pics de haut niveau, ouais. Entre d'un côté Bamako et Paris, et puisque lorsque le Premier ministre Chauvel s'est adressé donc au monde entier sur la tribune des Nations Unies, a accusé, du moins a déclaré que la France abandonnait donc le Mali en plein vol. Ça n'a pas été du goût de Paris, qui aurait donc utilisé des mots très durs à l'endroit du pouvoir au Mali, en accusant donc, du moins en qualifiant Chauvel d'être l'enfant de deux coups d'État, ouais. Et qualifiant donc cette déclaration de honteuse, etc., etc. Et par la suite, on a quand même eu toutes ces pressions qui ont été exercées par Paris pour obtenir en fait un durcissement des mesures contre l'agent militaire à Bamako dirigé par Assimi Goïta. Depuis là, le colonel a gardé son calme, donc n'a pas fait suite à ces déclarations, est resté droit dans ses bottes, comme on le dit, et que par la suite, la France s'est obligée donc de faire ce qu'on appelle un rétropédalage, ne serait-ce que dans la manière donc de se pencher sur la question malienne. Alors, en clarifiant, entre-temps, il y a eu même la visite de Parly, qui disait que la France ne quittait pas le Mali, oui. Et qu'entre-temps, on avait également entendu la fin des opérations conjointes, on est revenu avec ça. Donc, finalement, c'est un mélange de sentiments et de ressentiments entre les deux pays, à tel point que lorsque cette visite a été annoncée, pour beaucoup d'observateurs, c'était quand même une main tendue, pour ainsi dire, de Paris envers Bamako. Quoi qu'on dise, le Mali reste une ancienne colonie de la France, et à ce titre, il y a des liens historiques qui unissent les deux pays. Même si du côté donc de Bamako, et en général, les pays donc du Sahel, on commence à se poser beaucoup de questions, à s'interroger sur l'utilité, pour ainsi dire, ou sur l'efficacité de la présence française dans la région, et puisque le terrorisme ne fait que prospérer, et malgré les moyens colossaux qui sont donc déployés, et cela a, entre guillemets, contribué à éclore en fait ce qu'on appelle le sentiment, entre guillemets, sentiment anti-français, et ce qui n'est pas donc du goût de Paris. Alors, pourquoi la visite a été annulée? Vous l'avez dit, hein, officiellement, c'était pour des raisons sanitaires, ouais. Mais officieusement, c'est qu'il y a en tout cas une mésentente
réels et que les deux parties ne se sont pas accordés sur l'agenda, puisque Paris aurait voulu ne pas être le seul à avoir un tête-à-tête avec Goïta, puisque en termes diplomatiques, lorsque deux présidents se rencontrent en tête-à-tête, cela prouve que le niveau de relations sont au beau fixe. Or, ce n'est pas le cas au niveau, n'est-ce pas, donc, du Mali. Voilà pourquoi Paris voulait une rencontre multilatérale, en lieu et place d'une rencontre bilatérale, impliquer à la fois la CEDEAO, je ne sais plus encore, d'autres structures encore, pour montrer qu'en réalité, ce n'est pas seulement Paris qui veut que la junte organise les élections et que c'est un mouvement donc d'ensemble et qui souhaite cela. Cela n'a pas été donc du goût de Bamako et finalement qui aurait, bien sûr, nous n'allons pas revenir sur les rumeurs et sur les fake news qui disaient que Macron essayait d'appeler Goïta, il ne répondait pas. Ça, quand même, on ne va pas descendre dans cette émission à ce niveau. Mais ce qui est sûr, le problème est réel, il existe. Et il y a aussi des rapports qui disent que, alors, il pourrait ne pas être bien accueilli à Bamako. Et ça, c'est quand même des rapports sérieux et qui indiquent que ce déplacement serait celui de tous les risques. Alors, cette décision d'annulation est-elle venue de Paris ou de Bamako, finalement? Je ne saurais le dire, puisque je ne suis pas dans le secret, dans les rouages administratifs, politiques entre les deux pays. Mais nous, on s'en tient à ce qui est officiel. Ce qui est officiel, vous avez avancé la question sanitaire, puisque Castex, qui est le Premier ministre, devait également aller avec les troupes fêter la Noël, donc avec les troupes françaises stationnées en Jordanie. Lui aussi, il a annulé sa visite. Que également, surtout sur l'agenda, les points qui seront inscrits à l'ordre du jour, c'est surtout ça qui vous savez, selon certaines indiscrétions, Emmanuel Macron aurait souhaité parler de Wagner, des élections, de la fin de la transition. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais ça, c'est pas du tout nouveau. Ça, la position souhaitait ne plus revenir sur ces questions. Mais je ne pense pas que ce soit le véritable problème. Le véritable problème, ce sont ces rapports qui indiquent que le climat est hostile à l'arrivée, n'est-ce pas, d'Emmanuel Macron. La preuve est qu'actuellement, d'après ce que nous avons comme information, c'est une liesse populaire au niveau du Mali. Pour eux, alors c'est un échec d'Emmanuel Macron qui voulait forcer. En réalité, même certains avaient commencé à lancer des appels d'envahir l'aéroport. Donc ce sont des rapports qui sont pris au sérieux et que finalement, selon également certains médias français, c'est le Burkina Faso qui devait être la pièce de l'échange puisqu'il devait venir au Burkina, mais il semble du Mali. Et il semble que les autorités burkinabés ont donc dit que vraiment on a été pris de coup et que par conséquent on ne pouvait pas accueillir, n'est-ce pas, Emmanuel Macron ici au Burkina Faso. Alors quelle pourrait être peut-être la conséquence de cette annulation sur les relations entre le Mali et la France, et quand bien même que cette relation est déjà tendue, soit déjà assez dégradée. Vous savez qu'en politique, il faut toujours se méfier des positions figées. Aucune position n'est figée en politique. Tout dépend des aléas, tout dépend, n'est-ce pas, des circonstances. Aujourd'hui, c'est vrai que le climat est tendu entre les deux pays, entre les deux capitales, mais je ne serais pas surpris que d'ici là, alors, il y ait une entente, d'autant plus que les deux pays sont condamnés à vivre ensemble. Il y a une très forte diaspora malienne en France qui contribue énormément au développement du pays. Il y a aussi des intérêts français qui sont importants au Mali, rien que par le fait d'être une ancienne colonie de la France, il y a certainement donc des liens. Donc les deux pays doivent trouver un terrain d'entente. Maintenant, moi, je pense que ce qui peut aider facilement en tout cas, à mener les deux parties à la réconciliation, c'est des résultats concrets sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Si aujourd'hui, on se rend compte que dans 3 mois, on ne parle plus d'attaques terroristes, etc., cela va... mais je pense que la France a la capacité militaire de le faire. Maintenant, je ne sais pas pourquoi, alors ce n'est pas le cas. Si aujourd'hui, ou du moins dans 3-4 mois, on se rend compte qu'il y a une véritable action coordonnée qui est déployée sur le terrain et que cela a contribué à mettre fin, à anéantir en fait ces attaques, moi je pense que le climat va revenir. Vous savez, en 2013, François Hollande a été accueilli en héros avec les drapeaux tricolores
Donc tout ça, c'est comme je l'ai dit, en politique il ne faut jamais dire jamais, puisque tout change, tout est soumis aux aléas, alors, aux évolutions politiques, géopolitiques. Aujourd'hui, vous voyez, il y a des pays qui ne se parlaient pas. Je parle par exemple de l'Arabie Saoudite et la Turquie. Ces pays sont en train donc de se concerter, de trouver des projets communs. Donc en politique, seul l'intérêt est la boussole qui peut amener des nations, des pays qui étaient en froid hier, se retrouver sur la même table de négociations et planifier des actions pour le futur. Comme quoi, la façon de vous accueillir ou de vous recevoir dépend de ce que vous apportez. Comme le dit entre autres les proverbes maurés également. Merci. Merci. Merci à vous, Amadé Adamasoro, pour le décryptage. Avant de refermer cette page décryptage, nous allons marquer une halte pour dire heureux ménage à Stéphane Sanou. Stéphane Sanou qui est chroniqueur également dans cette rubrique. Heureux ménage. Et qui s'est marié ce samedi. Heureux ménage à toi, Stéphane Sanou. C'est tout donc pour cette rubrique décryptage. Tout de suite, l'édito. Et l'édito, c'est avec le directeur de l'information de Savane Média. Bonjour à vous, Soumaïla Raboué, bienvenue. Bonjour, Béakojo Kambou, merci. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'édito cette semaine, vous dites qu'au CDP, c'est le bicéphalisme suicidaire qui fait recette. Oui, vous l'aurez remarqué, c'est la tambouille depuis quelques semaines, sinon quelques mois au sein de ce parti-là, l'ancien parti au pouvoir, où on se dispute les plus hauts pouvoirs au sein du parti entre Edi Kombogo à Ouagadougou et Blaise Compaoré à Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous avons vu ça déjà venir il y a quelques mois quand une des lettres de Blaise Compaoré avait été mise en doute par Edi Kombogo et ses proches en son temps, y compris Achille Tapsoba, qui aujourd'hui semble être devenu le président par intérim du CDP après la suspension de Edi Kombogo. En fait, il faut retourner aux origines de ces pleins pouvoirs-là, hors hiérarchie accordée à Blaise Compaoré, c'est-à-dire en mai 2018, sinon même avant, en 2015. Mais en 2015, je crois que c'était moins problématique qu'en 2018, parce qu'en 2015, le CDP se cherchait quand même, et donc le passage de Edi via l'écurie de Gilbert Guengéré, de Fatou Guengéré, son épouse, paraissait quand même une situation qui permettait de sauver le CDP du naufrage. Donc il n'y a pas eu beaucoup de problèmes entre 2015 et 2018, même si entre-temps le voyage pratiquement injustifié de Edi Kombogo dans l'environnement du coup d'état du général Gilbert Guengéré a semé le doute et avait laissé la place à Achille Tapsoba et à Léonce Koné et aux autres d'occuper l'espace. Mais à partir de 2018, il me semble que en fait les vieux routiers de la politique du CDP, depuis l'ODPMT, l'Inter-CDR et les CDR de la Révolution, ont piégé Edi Kombogo parce qu'ils ne voulaient pas de lui après 2018, donc ils ne voulaient pas renouveler son mandat, mais ils ne sont pas arrivés à le battre dans les urnes, et donc ils ont trouvé un manège, et ça je l'ai eu en confidence aussi, pour confirmer un peu ce que j'ai dit. Ils ont trouvé comme manège de proposer Blaise Compaoré comme le président d'honneur du parti, hors hiérarchie, présenté comme le ciment du parti et le symbole de l'unité. Le député Azungrana parle même de l'âme du parti. Et donc, réduit les pouvoirs du président. Pouvoirs. C'est-à-dire ces pouvoirs-là sont démultipliés à satiété par tous ceux qui gravitent autour de Blaise Compaoré. Les pouvoirs de Edi Kombogo ne représentent rien devant les pouvoirs de Blaise Compaoré. Alors qu'on aurait penser qu'un président d'honneur, c'est vraiment pour les honneurs. C'est pas vraiment pour l'activité activiste quotidienne. Mais c'est ce que Blaise Compaoré fait maintenant. Donc il me semble que Edi Kombogo a été piégé, il n'a pas vu venir. Comme il y a des gens qui voulaient placer d'autres personnes, Bouraïma Badini, Kadri Désiré Ouedraogo, Jean Kouldiati, Jérôme Bougman, Juliette Bonkoungou, il y avait beaucoup de noms qui circulaient. C'était pratiquement du tout sauf Edi Kombogo. Mais Edi Kombogo a vraiment bataillé dur pour être
reconduit. Et donc, ils ont proposé que Blaise Compaoré soit président d'honneur avec droit de veto à l'intérieur du CDP. Il n'y avait pas grand monde pour contester ça quand même, parce que Blaise Compaoré, c'est quand même le fondateur, c'est le tout-puissant président du Faso, qui a même gouverné pratiquement l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'était difficile pour Eddy Kombego. Certainement, lui, il n'a même pas vu, mais d'autres personnes auraient pu voir ça, mais eux non plus, n'ont pas eu le courage de contester ça. Aujourd'hui, toute décision qui est prise par Eddy Kombego est mise en minorité par Blaise Compaoré et son groupe, qui est à Abidjan comme à Ouagadougou. Et ce qui est arrivé vendredi soir, parce qu'il y a eu tellement de rencontres, jeudi, vendredi, on parlait de justice comme au siège du parti, comme à la salle olympique. Ce qui est arrivé vendredi, qui consacre la suspension pour 6 mois de Eddy Kombego, est le verdict final qui sonne la fin de Eddy Kombego à la tête du CDP. Parce que quand vous prenez les textes du parti, Blaise Compaoré a la possibilité de convoquer toutes les instances du parti. Il est au-dessus même des décisions du Congrès. Il peut annuler toute décision. Il peut demander toute décision. Et c'est ce qu'il a fait en convoquant un BEN extraordinaire contre la volonté de Eddy Kombego. Et ce BEN extraordinaire-là a analysé et adopté le rapport de la commission contrôle et vérification du parti, qui était censé avoir entendu Eddy Kombego sur ce qui lui est reproché, mais Eddy Kombego ayant botté en touche, il ne s'est pas présenté à temps devant la commission. La commission a produit un rapport qui dit qu'il n'est pas venu, mais qu'on le reconnaît fautif par rapport à la déviation sur le respect des textes du parti, à la défiance vis-à-vis du président d'honneur. Et donc, tirant conséquence de ça, le bureau exécutif national a, conformément au statut du CDP, prononcé sa sanction 6 mois. Pour que Eddy Kombego revienne sur cette décision, il faut qu'il refasse le recours interne au CDP. Sinon, en justice, il ne peut même pas se présenter. Il est obligé de repartir à la commission contrôle et vérification pour dire qu'il n'est pas d'accord avec sa sanction. S'il n'a pas gain de cause, il est obligé d'écrire au président d'honneur Blaise Compaoré pour lui demander d'annuler la suspension contre lui. Alors que lui et Blaise Compaoré, c'est devenu chien et chat. Et puis, c'est à l'issue de ça que Eddy Kombego peut acter en justice pour demander de constater qu'il y a eu un abus de pouvoir, peut-être du BEN ou du président d'honneur, quelque chose comme ça. À cet allure-là, moi, ce que je vois, c'est que Eddy Kombego n'a aucune chance de rester là. Et il va tenir le congrès, il tient le congrès, et puis bon, après, il sera probablement encore mis en minorité parce que le congrès va être contesté, la légalité du congrès sera contestée au ministère de l'administration territoriale, en justice, auprès de Blaise Compaoré. Et donc, probablement, bon, c'était l'affaire de Afi N'Guessan contre Laurent Gbagbo, mais cette fois-ci, on dirait que c'est Laurent Gbagbo, c'est le fondateur, donc Blaise Compaoré, qui gagne quoi. Alors qu'en Côte d'Ivoire, c'était plutôt le filleul qui avait gagné. Là, apparemment, c'est le parrain qui va gagner la bataille. Bon, ce qui est mauvais, c'est que c'est notre démocratie qui va en souffrir. C'est un des grands partis du Burkina Faso. Et cette façon de gérer là, de donner trop de pouvoir à une seule personne, pour moi, ne doit pas faire recette. On devrait revoir, en dehors du parent qui fonctionne un peu comme ça, il n'y a que le CDP, parce que bon, les super hommes, je crois que ce n'est plus pour maintenant. Voilà, nous sommes dans la démocratie, dans la citoyenneté qui doit s'affirmer avec, je crois, la force des arguments. Bon, les abus, on doit s'en départir, voilà, pour que notre démocratie triomphe. Les abus, on doit s'en départir pour que notre démocratie triomphe. C'était au sujet donc de ce bicéphalisme suicidaire qui fait recette au niveau du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'était le thème de l'édito de cette semaine. Merci à vous, Soumaïla Rabou. Merci beaucoup, Jokambo. Merci à toutes et à tous. C'est tout donc pour l'édito. Tout de suite, place au... Ça fait débat se penche aujourd'hui sur la nomenclature du nouveau gouvernement. 25 membres contre 33 dans le précédent gouvernement, avec des ministères qui fusionnent, comme a réussi les paris de la réorganisation administrative dans ce contexte d'immenses défis et surtout d'urgence. 2 administrateurs civils avec nous pour en parler. À ma droite, Youssouf Ouattara, il est administrateur civil, expert en politique publique et directeur exécutif du CIFOE.
Web, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Et à ma gauche, Adama Bidiga, également administrateur civil, ex-secrétaire général du SINACSAB, le syndicat national des administrateurs civils et des secrétaires administratifs. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. Merci. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, retour sur les changements intervenus dans la formation du gouvernement, et c'est avec Issa Oumaraki. Seulement quelques heures après son installation, le nouveau Premier ministre Lassina Zerbo a fait lever le voile sur son équipe gouvernementale. La nouvelle équipe est composée de 26 membres, avec 7 femmes, soit 28%, y compris la nouvelle secrétaire générale du gouvernement. Ainsi donc, 19 ministres quittent le navire et cèdent la place aux 10 nouveaux entrants. Zéphirin Diabré est réconforté à son poste chargé de la réconciliation nationale. Pareil pour le général de brigade Barthélemy Simporé, maintenu à la tête du département de la Défense, devenu ministère des Armées comme en France. Maxime Koné prend en plus de la sécurité, l'administration territoriale et la décentralisation libérée par Clément Sawadogo. L'ancienne ministre des Finances, Rosine Sori Koulibaly, prend les rênes de la diplomatie burkinabé à la place de Alpha Bari qui a passé 6 années à la tête du ministère des Affaires étrangères. Lassane Kaboré conserve son portefeuille de l'économie et des finances et se voit ajouter le plan. Victoria Ouedraogo Kibora est maintenue à la tête du ministère de la Justice et des Droits humains. Même chose pour Stanislas Ouaro. Le ministère de la Santé devient ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être avec toujours Charlemagne Ouedraogo. Alkassou Maïga voit son portefeuille s'alourdir. Il assure désormais, en plus de l'enseignement supérieur, le porte-parole du gouvernement. Ce nouveau gouvernement resserré a tout de suite accouché un nouveau ministère. Il s'agit du ministère de la prospective et des réformes structurelles avec à sa tête Abdoulaye Bamogo. Marshal Ilboudo, débarqué du navire Zerbo, est remplacé par Fatih Ouedraogo Zizien, son ancienne secrétaire générale. Adja Fatima Tassano conserve son ministère qui change de dénomination et devient ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques. Siméon Sawadogo, sauté et remplacé par Soumaïla Ouedraogo au ministère de l'Environnement, qui devient ministère de la transition écologique et de l'environnement. Ousseini Tamboura s'adjuge la culture, les arts et le tourisme, en plus de la communication. Moussa Kabouré prend la destinée du département de l'agriculture qui devient ministère de l'agriculture, des aménagements hydro-agricoles, de la mécanisation et des ressources animales et halieutiques. Olo Franck Cancier remplace Éric Bougouma au ministère des infrastructures et du désenclavement. Bachir Ismaël Ouedraogo est maintenu à son ministère qui devient ministère de la transition énergétique, des mines et des carrières. Christophe Ilboudo remplace Aruna Kaboré au ministère du Commerce qui assure désormais la gestion des petites et moyennes entreprises, tout comme Mathias Tankwano qui prend les rênes du ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Le ministère délégué au budget est dirigé par Martine Kouda et le ministère délégué à la culture dirigé par Claudine Valérie Ouamba. L'ancienne gouverneure du plateau central, Fatimata Beno Yatassai, a entre ses mains la destinée du secrétariat général du gouvernement. Voilà, retour donc sur ce plateau. D'abord, parlons du nombre de ministres, nombre de ministères dans ce gouvernement. Alors, 25 ou 26 si on ajoute la secrétaire générale du gouvernement. D'abord, quelle appréciation faites-vous de ce nombre? On se rappelle qu'il y a eu 33 ministères, y compris les ministères délégués, dans le précédent gouvernement. Youssouf Ouattara. Merci. Je pense que le nombre traduit déjà les orientations et puis les directives que le président du FASO a données dans son discours, qui est de former donc un gouvernement resserré. Donc resserré, c'est au minimum en termes d'effectifs, et on voit que il a, avec le nouveau Premier ministre, il a réalisé cela. Donc je pense que ça traduit simplement la volonté du président du FASO, et le discours qu'il a prononcé se conforme en tout cas aux directives qu'il a données dans son discours. Monsieur Bidiga? Oui, effectivement, on peut dire que le chef de l'État a tenu parole, parce que dans son discours, il avait promis de former un gouvernement resserré, un gouvernement de combat entre griffes. Je crois que le nombre est tel que proposé, et bon, pour nous en tout cas, il est appréciable. Maintenant, c'est les hommes qui ont été choisis et qui ont été appelés au gouvernement
et qui doit faire le travail. Nous attendons certainement à ce que, en tout cas, dans les jours à venir, on nous propose certainement des chemins pour sortir de cette crise. Alors, s'il y a eu aujourd'hui réduction du nombre de ministères, c'est parce qu'il y a eu des ministères qui ont fusionné. On a par exemple la sécurité et l'administration territoriale, la décentralisation qui forment désormais un seul ministère. L'agriculture et ressources animales et halieutiques, emploi et autonomisation de la jeunesse et des sports, communication et art, culture, tourisme qui fusionnent. Quelle analyse faites-vous de ces fusions, déjà en termes de pertinence? Allons-y point par point. Le ministère de la Sécurité qui fusionne avec le ministère de la décentralisation et de l'administration territoriale. En réalité, l'ensemble des fusions qui ont été faites, pour moi, c'est pas nouveau. C'est des exercices, c'est des architectures gouvernementales qui ont toujours existé de par le passé. Et dans certains pays, le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, ça s'appelle le ministère de l'Intérieur. Et donc, au lieu du ministère de l'Intérieur, on a appelé donc le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité et de la décentralisation. Et je pense que c'est pas nouveau, et plus ou moins sur le terrain, ces acteurs sont amenés à travailler ensemble. Et si on prend ce contexte d'insécurité où on a des vides présentement en termes de représentation de l'État, en ce moment la dimension sécuritaire et la dimension administrative doivent vraiment travailler en tandem, parce que vous avez des zones aujourd'hui totalement occupées. Si la communauté sécuritaire arrive à libérer ces zones, ça veut dire qu'il faut travailler également à asseoir la présence de l'État, la représentation de l'État. Donc c'est pour ça que les deux ministères qui vont travailler ensemble à assurer cette sécurité et la présence de l'État, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors, M. Biliga, vous êtes toujours administrateur civil en fonction à l'ex-Matede. Comment est-ce que vous avez accueilli cette fusion entre le Matede et la sécurité? Vous saviez, les fusions, c'est comme je l'ai dit, au ministère en charge de l'administration territoriale, ne sont pas nouvelles. Ce sont, je dirais, à chaque fois que il y a des difficultés ou tout simplement il y a des crises, et le ministère en charge de l'administration territoriale paye souvent en tout cas les vicissitudes de la vie politique. Donc bon, pour nous ce n'est pas un fait nouveau, et ce d'autant plus qu'en 2011 le ministère c'est pratiquement sous ce même format, en tout cas ce même format qui avait été proposé et sous le magistère de Jérôme Rougma. Et 2012 également, le ministère a été scindé en Matede, et avec l'insurrection, on a fusionné. Et cette fois-ci encore, je crois qu'on nous ramène ensemble. C'est comme je l'ai dit, c'est peut-être pour permettre au ministère en tout cas d'être plus efficace. Ailleurs, on constate que c'est effectivement une dénomination qui regroupe la sécurité et l'administration du territoire, et à travers bien sûr l'appellation ministère de l'Intérieur. Je crois que bon, n'eût été la crise qui a conduit en tout cas les premiers responsables à fusionner, et je crois qu'à notre niveau nous plaidons même pour que l'on puisse en tout cas regrouper les deux entités afin de leur permettre d'être plus efficaces, plus opérationnels sur le terrain. Alors, vous avez parlé du contexte sécuritaire. Youssouf Ouattara, est-ce que en faisant cette fusion, on ne noie pas les secteurs de la sécurité? Non, il y a des urgences actuellement. Non, c'est une question de cohérence. Déjà, même les ministères séparés, pour gérer certaines fonctions de chef de circonscription administrative, et le ministère de l'administration territoriale et le ministère de la sécurité travaillent ensemble pour identifier des personnes qui peuvent contribuer donc à animer ces circonscriptions administratives, notamment le commissariat, les préfectures et les gouvernements
gouvernera. C'est pour ça que déjà, et vous avez vu dans la zone du Sahel, c'est des hommes de sécurité, dans la zone de l'Est, c'est des hommes de sécurité qui assurent les fonctions de gouverneur. Donc ça veut dire, même sans cette fusion, les deux ministères travaillent ensemble parce qu'il s'agit de la fonction de représentation de l'État, il s'agit de la fonction de présence même de l'État. Et ça se traduit aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan administratif. Ouais. Alors, l'autre fusion également, c'est la fusion entre le ministère de l'Agriculture, de l'Aménagement hydraulique et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Est-ce pertinent selon vous? Bon, pour nous, les fusions en elles-mêmes ne constituent pas en tout cas un problème. Le problème, c'est la manière dont ces fusions seront gérées. D'abord, comment gérer en tout cas les ressources humaines et comment... On aura l'occasion d'en parler, voilà. Mais le fait de confier le secteur de l'agriculture et le secteur de l'élevage à un seul ministre, est-ce que c'est pertinent? Oui, pour moi, ce sont des regroupements qu'on a en tout cas vus par le passé. Donc, ça ne pose pas de problème. C'est comme je l'ai dit, c'est le fond, c'est ce qui sera fait de cette fusion que nous attendons. D'accord. Voilà. Non, ces fusions traduisent simplement le secteur rural. Ça veut dire qu'on ramène les secteurs ministériels qui s'occupaient de la fonction du développement rural, on les amène ensemble. Et comme on le sait, l'élevage n'est pas totalement détaché de l'agriculture. Quand vous prenez nos populations au niveau des villages, c'est l'ensemble de ces activités qu'ils mènent. Donc, et l'agriculture avec grand A implique l'élevage. Exactement. En même temps. Voilà, donc je pense que ça c'est un regroupement du secteur rural. Voilà. Alors, parlons à présent de cette autre fusion, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi, qui est désormais combiné au ministère des Sports. On parle maintenant du ministère de l'autonomisation de la jeunesse et des sports. Bon, moi je pense que là c'est un attelage qu'il faut observer comment il va fonctionner parce que la dimension des sports n'est pas est une matière plus ou moins différente de la matière de l'emploi, de création de l'emploi. Et ça veut dire que en termes de cohérence, ça va dépendre des mécanismes que les acteurs vont mettre en place. Avant, quand on parlait du ministère de la Jeunesse, là on voyait que c'est sur les jeunes que c'est axé, mais ici c'est la dimension sport, et quand on parle de sport, c'est pas la jeunesse simplement. Quand on parle d'emploi également, c'est pas la jeunesse simplement. Donc je pense que c'est un attelage qui est un peu plus ou moins artificiel. Maintenant, ça va dépendre des mécanismes que les acteurs vont mettre en place pour l'opérationnaliser. Monsieur Bidiga, jeunesse et sport qui combine pour donner ministère des Sports, de l'autonomisation des jeunes et de l'emploi. Bon, qu'en pensez-vous? C'est ce que j'ai dit tantôt. Et en réalité, ce ne sont pas de vraies fusions, puisque c'est juste une juxtaposition des dénominations. Les structures qui vont continuer à gérer les départements vont demeurer. Et bon, ce ne sont pas des réformes profondes qui sont proposées. Voilà. Donc, on ne peut pas apprécier dans le fond, en tout cas, je dirais, ce qui a été proposé comme formation. Voilà. Alors, entre autres fusions, il y a eu également le ministère de la Communication et le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, donc qui forment désormais un seul ministère. Un mot, M. Ouattara? Oui, ça aussi c'est du déjà vu. Je pense que ça ne va pas être vraiment aussi complexe parce que les animateurs de ces deux ministères, on se rend compte que généralement ce sont les mêmes qui naviguaient plutôt d'un ministère à l'autre. Et je pense que ça ne va pas poser problème en termes de cohérence et de cohésion entre les acteurs. Alors, parlons maintenant de la mise en œuvre de ces fusions sur le terrain. On sait que cela implique une réorganisation administrative. Par exemple, dans les circonscriptions administratives, chaque ministère avait son représentant. Désormais, il faut un seul représentant
Comment tout cela se passe? Oui, juste un point sur l'architecture du gouvernement qui peut être intéressant à comprendre, c'est l'ordre protocolaire. Et les ministres tels qu'ils ont été cités, ça n'a pas été fait au hasard. Donc ça a un sens. Vous voyez, c'est le ministère en charge de la réconciliation qui vient en tête, ensuite le ministère de la Défense, ensuite le ministère de l'administration territoriale de la sécurité. Ça veut dire que ce tordre-là, c'est ce qu'on appelle l'ordre protocolaire, et ça veut dire que dans l'opérationnalisation, dans les cérémonies, quand les ministres s'installent, c'est ce tordre-là qui va être suivi. Ça traduit également les degrés d'intérêt qu'on accorde à ces différents ministères. C'est vrai que souvent ça dépend de l'acteur. Ça dépend de la personnalité de la personne et donc de l'autorité qui occupe ce poste, mais l'ordre protocolaire est également important. Maintenant, en termes d'organisation sur le terrain, d'abord au niveau central, et les ministres qui disparaissent, les ministères qui disparaissent avec leurs ministres, là, ça ne pose pas de problème. Maintenant, on va avoir des doublons au niveau central pour un certain nombre de directions. C'est ça. Et c'est par exemple la direction de la communication, la DAF, la DGS. Mais il y a certaines directions qui sont spécifiques à chaque ministère, qui sont spécifiques à la fonction de chaque ministère. Ces fonctions vont demeurer. Donc, il va y avoir des réformes au niveau de ces directions centrales et aussi au niveau local. Maintenant, au niveau local, pour beaucoup de ministères, ça ne pose pas de problème. Si vous prenez par exemple le ministère en charge de l'économie et des finances, classiquement, vous avez au niveau régional, vous avez la direction régionale du Trésor, vous avez la direction régionale des engagements et des marchés, vous avez la direction régionale du budget, vous avez la direction régionale des études et de la planification. Souvent, vous avez la direction régionale des douanes, mais eux tous, ils représentaient le ministère en charge de l'économie et des finances. Donc, ça existait déjà. Donc, au niveau local, il ne va pas avoir un grand changement. Et donc, les différentes fonctions vont demeurer, mais une seule personne va devoir représenter le ministère. Ça veut dire un seul directeur régional, un seul directeur provincial. Voilà. Mais il faut le dire aussi que dans le fond, c'est pas le directeur ne représente pas le ministre. Celui qui représente le ministre, c'est le représentant de l'État qui est soit le gouverneur, soit le commissaire. Voilà. Mais il reste quand même qu'il y aura des arbitrages à faire. Voilà. Par exemple, dans une direction, dans une région où il y avait un directeur régional en charge de la jeunesse et de l'emploi, un directeur régional en charge des sports. Il faut forcément qu'on choisisse un désormais. Comment tout cela va se passer? Il y a un acte, plus précisément un décret de 2010, le décret portant gestion des ressources humaines, du patrimoine et des crédits budgétaires en cas de fusion, scission ou suppression de ministère. Je crois que ce décret, en tout cas, définit de transfert de ressources ou de compétences en cas de fusion. Pour ce qui est du cas spécifique de fusion, quand il y a en tout cas une fusion, dès la prise de service de la prise de fonction du ministre, 72 heures après sa prise de fonction, il désigne en tout cas en cas de fusion, généralement c'est 2 ou plusieurs ministères qui fusionnent, alors il désigne le secrétaire général qui sera chargé de l'expédition des affaires courantes dans un délai de 72 heures. Et au-delà de ça, il y a un comité qui doit être mis en place pour gérer les ressources humaines, voilà, des 2 ou plusieurs départements. Et je crois que la commission est composée du secrétaire général du ministère qui a le plus gros effectif, qui va présider la commission. Et bon, comme rapporteur, vous aviez le directeur des ressources humaines, toujours du ministère qui a le plus gros effectif. Pour le cas, par exemple, du MATDS, c'est le secrétaire général du ministère de la Sécurité qui est en tout cas le plus gros effectif, qui doit en tout cas assurer la présidence de cette commission. Et la commission se donne pour tâche, comme je l'ai dit, de recenser d'abord les agents, de dresser leur situation administrative et également de travailler en tout cas à redéployer ces agents
dans les différentes structures. Voilà. Youssouf Ouattara, est-ce que tout cela ne peut pas créer des conflits, par exemple, entre agents des ministères qu'on fusionne? Bien sûr, mais pour ajouter à ce que M. Bitika disait, il y a un décret qui régit l'organigramme type des ministères. Ça veut dire que suivant cet organigramme type, chaque ministère, chaque nouveau ministère va travailler à redéfinir son organigramme. Donc avec cet organigramme, donc, on aura une seule direction, par exemple de la DGS, de la communication et ainsi de suite. Et donc si cette architecture est définie par ministère, donc après maintenant le ministre va procéder à des nominations. Donc il va responsabiliser des gens à ces différentes fonctions. Et du coup, si vous êtes retenu, vous étiez déjà dans la fonction, vous êtes retenu, vous savez que déjà le ministère fusionné, c'est vous qui assurez telle fonction ou telle autre fonction. Donc ça va se passer comme ça. Et après, les directeurs à l'interne vont faire les propositions en termes de responsabilisation des acteurs. Bien sûr, une telle réforme en politique publique de manière générale, lorsqu'il y a une réforme, il y a toujours des gains, il y a toujours des pertes. Il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui perdent. Voilà. Mais ça dépend de ce que l'autorité veut, parce que c'est l'intérêt public qui est le plus important. Donc, dans l'opérationnalisation de cette vision de l'autorité publique, donc, il y a forcément certains qui vont donc payer un prix. Et ça va se traduire en termes de perte de fonctions, d'avantages sur le terrain, mais tout agent public doit s'attendre à cela. Quand vous êtes rentré, vous n'êtes pas rentré avec une fonction spécifique, ça veut dire vous assurer, un jour vous avez remplacé quelqu'un, un jour quelqu'un aussi doit vous remplacer sans que ça ne pose problème. Ça veut dire que si l'intérêt n'est pas lié à votre emploi, vous pouvez le perdre. Non, si bien sûr. Vous passez d'un ministère à l'autre. Si l'intérêt était lié, si vous avez par exemple des avantages qui étaient liés à la fonction et non à l'emploi, vous pouvez les perdre en changeant de ministère. Voilà. Comme vous pouvez en avoir. Voilà. L'emploi, les avantages qui sont liés à votre emploi. Par exemple, vous êtes policier, vous êtes magistrat et vous êtes administrateur civil ou les avantages qui sont liés à votre emploi, quels que soient les changements, vous les conservez. Mais maintenant, les avantages liés à la fonction, et si vous perdez la fonction, donc ça c'est le principal, les accessoires qui sont les avantages, ça disparaît en même temps. Monsieur Bidiga, est-ce qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas des agents par exemple qui vont refuser d'aller occuper tel poste parce qu'on veut les faire changer de ministère? Bon, moi je crois que tout revient à l'autorité qui a décidé des différentes fusions de prendre ses responsabilités. Voilà, parce que de par le passé, on a effectivement eu des cas où des directions à la limite, je dirais des attributions qui sont revenues à d'autres départements et que pour trouver les compétences pour gérer ces attributions dans le nouveau département, ça n'a pas du tout été facile. Voilà. Mais comme je l'ai dit, les questions d'avantage, et moi je dirais que c'est beaucoup plus sensible. Et pour en tout cas un ministre ou un premier responsable qui veut des résultats, en tout cas il devrait pouvoir se donner aussi la peine d'écouter les agents. Parce que je ne vois pas comment en tout cas un agent accepterait quitter ses avantages pour aller servir dans un ministère où il n'y a pratiquement pas d'avantages. Donc, c'est des questions qu'il faut déjà régler, penser en tout cas à régler, pour en tout cas ne pas créer des ministères qui ne vont pas atteindre leur objectif. Voilà. Ce que je voulais ajouter, juste après ce qu'il a dit, et en termes d'organisation des ministères, ce qui fait que, nous disons que ces fusions pour l'instant, et nous ne pouvions pas savoir si cela procède d'une réforme à long terme. Donc, pour moi, si c'est juste des juxtapositions, je crois que c'est pratiquement des directions générales qui seront reconduites. Voilà. Par contre, si le gouvernement s'inscrit, en tout cas je dirais, dans un processus qui devrait nous amener vers, en tout cas, la production de résultats tangibles, pour moi, on devrait, en tout cas, repenser même
l'organisation de certains ministères. Et au MATDS, par exemple, il y a des directions effectivement qu'on doit revoir, soit la dénomination ou bien même les attributions. Lesquelles par exemple? Non, bon, et je crois qu'il y a des directions qui regroupent pas mal d'attributions qu'on peut éclater. Voilà. Et c'est comme je l'ai dit, la dénomination telle que proposée, on aurait pu mieux faire en proposant le ministère de l'Intérieur. Là, ça donne la latitude, en tout cas aux premiers responsables, de faire des réformes profondes. Mais telle que proposée, nous allons certainement nous attendre à une reconduction de certaines directions générales. Voilà. Donc, dans ce cas, on ne peut pas parler de réforme profonde. Voilà. Ça veut dire qu'en termes de dénomination ou en termes de ministère, il y a fusion, mais quand on rentre à l'intérieur, les différents services vont rester. Oui. Ce n'est pas une fusion. Pour la plupart des cas. Et ce qui pouvait aussi nous orienter, c'est le décret portant attribution des membres du gouvernement. Si on avait en tout cas sous la main ce décret, on pouvait déjà donner notre lecture par rapport à ce qui peut-être sera réservé aux différents ministères comme organisation type. Mais pour l'instant, nous n'avions pas en tout cas les attributions des différents ministères et on suppose que c'est pratiquement une reconduction des structures. Voilà. Alors, Youssou Ouattara, comme il est dit, si on se retrouve avec une fusion qui n'implique pas forcément suppression de services à l'intérieur des ministères, ça n'en est pas vraiment une. Non, puisque cette fusion ou ce resserrement du gouvernement aussi, le but au finish, c'est la réduction du train de vie de l'État. Comme je l'ai dit, il y a des directions centrales où on va assister à une fusion. Mais il y a des fonctions où on ne va pas assister à des fusions. Par exemple, vous prenez effectivement le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité. Il y a bien sûr la fonction police qui est différente de la fonction de l'administration du territoire, qui est différente de la fonction décentralisation. Donc, la fonction décentralisation, il y a des directions qui régissent cette matière. Donc, il ne va pas avoir un changement, sauf si pour éviter que le ministère soit trop lourd, on regroupe finalement certaines directions au niveau de la décentralisation ou bien de l'administration territoriale pour ne pas avoir un ministère trop lourd, parce que c'est deux ministères qui viennent maintenant ensemble. Donc au niveau central, pour certaines directions ça pose problème, mais pour d'autres directions je pense que ce sont des fonctions qui vont demeurer. Maintenant le conflit, moi je pense que c'est surtout au niveau local. Et vous prenez, au niveau des circonscriptions administratives, oui, au niveau déconcentré, au niveau régional, au niveau provincial. On a parlé par exemple du ministère des Sports et du ministère de la Jeunesse. Parce que là, il faudra que les ministres veillent à cet équilibre-là entre les différents ministères qui ont contribué à forger le nouveau ministère. Par exemple, le directeur régional des sports, la direction régionale des sports et de la jeunesse et de l'emploi. Si à un certain moment, on peut avoir l'impression qu'il y a un des ministères qui a pris le dessus. Voilà, que dans l'ensemble, en tout cas l'essentiel des nominations, c'est plutôt les acteurs de telle branche précédente du ministère qui sont beaucoup plus privilégiés par rapport à telle branche, et ça va faire des grincements et ça peut effectivement avoir des effets négatifs sur le rendement. Donc il faut qu'il y ait un mécanisme d'équilibre dans la responsabilisation des acteurs, dans l'inclusion et de la prise en compte des différents ministères d'origine. C'est la même chose aussi pour le développement rural, parce que vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, chacun est spécialiste dans son domaine, mais si après sur le terrain on sent que c'est une seule branche qui a pris le dessus en termes de responsabilisation, évidemment que ça peut faire des problèmes. Et la difficulté ici, c'est comme je l'ai dit, au-delà même de la responsabilisation des agents, il y a des problèmes qui se posent. Et ces problèmes-là sont liés d'abord au sort que l'on va réserver à certains projets qu'on avait en tout cas engagés dans le département qui a été fusionné. Voilà. Un ministre qui arrive, qui a comme priorité la sécurité, aura tendance peut-être à oublier que son prédécesseur qui était au niveau de l'administration territoriale avait des projets et qu'il, en tout cas, travaillait à faire aboutir. Voilà. Comment est-ce qu'on gère ces projets? Est-ce qu'il sera à même, en tout cas, de les poursuivre? C'est là, en tout cas, qu'il faut
Cela veut dire forcément que cette réorganisation administrative qui s'impose nécessite des qualités managériales de la part des ministres qui sont responsabilisés. Exactement. Ça veut dire que le ministre doit être vraiment vigilant. D'abord dans la constitution de son entourage. Ça va dépendre. Parce que si son entourage essentiellement c'est un pan ou bien c'est juste des acteurs de un des anciens ministères simplement, bien sûr c'est normal que les acteurs qu'eux vont proposer, les propositions qu'ils vont faire, ça va rester dans leur domaine parce que c'est ça qu'ils connaissent le mieux. Donc il faut que le ministre veille justement à cet équilibre-là. Mais moi je pense qu'il y a beaucoup plus de critères. Il y a ce critère de matière, de domaine, mais aussi il va composer avec le critère de compétence. Voilà, c'est quel acteur qui est vraiment capable de conduire la mission. Probablement aussi, même si le gouvernement ne le laisse pas penser, pour certains cas, je me dis que le critère politique peut compter. Et c'est ça qui sera dommage parce que c'est cette tendance que notre administration a prise à prioriser les critères politique sur le critère compétence, le critère rendement, qui plombe un peu son rendement et qui aussi effrite un peu le caractère indépendant et performant donc de l'administration. Je pense qu'il doit privilégier le caractère, le critère et compétence, mais aussi le critère équilibre en termes de provenance des différents ministères. Alors, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, moi je me dis que le contexte en tout cas dans lequel les ministres ont été en tout cas appelés, je pense qu'ils devraient tenir compte de ce contexte dans le choix des personnes qui devraient en tout cas les accompagner dans la mise en œuvre de leur mission. Pour moi, un ministre qui, après ce contexte difficile, arrive et priorise en tout cas des critères politiques dans le choix de ces hommes, je pense que c'est un ministre qui ne va pas aller loin. En tout cas, le critère politique n'a pas été priorisé dans la formation même du gouvernement. Tout le monde l'a constaté. Alors, Youssouf Ouattara, je l'ai déjà dit, cette réduction du nombre de ministres qui a nécessité cette fusion ou ce fusionnement de ministères avait pour but aussi la réduction du train de vie de l'État. Est-ce que cette réorganisation dont on parle va impliquer nécessairement des économies en termes de budget, des économies budgétaires? Bien sûr, mais ça tient vraiment de l'ordre du symbole, parce que déjà réduire le nombre, l'effectif des membres du gouvernement, ça traduit effectivement cette volonté à réduire d'une manière ou d'une autre la charge budgétaire pour le contribuable. Donc dans ce processus, ça va générer des coûts et ça va générer des économies. Les coûts, déjà, il faut restructurer, il faut refaire des imprimés, donc ça va générer un certain nombre de coûts, mais ça va générer aussi des économies. Déjà au niveau des ministres, mais ça c'est jusqu'à 6 mois. Pour le moment, au niveau des ministres plutôt, il y a un surcoût. Parce que les ministres qui sont sortants vont continuer à percevoir leur salaire pendant 6 mois. Et donc, si on prend en compte les nouveaux ministres aussi qui sont arrivés, on doit payer leur salaire. Donc, ça veut dire que le coût est un peu plus élevé en termes de prise en charge des ministres, au moins jusqu'à 6 mois. Donc, c'est après 6 mois que effectivement on peut sentir ces économies au niveau de la prise en charge des ministres. Au niveau du personnel, les économies ne vont pas se faire en termes de salaire. Les économies vont se faire en termes d'indemnité parce que à travers la fusion, donc c'est beaucoup de directions qui disparaissent, mais en ce moment on fait des économies en termes d'indemnité de ces acteurs, que ce soit au niveau central ou au niveau local. Mais pour certains ministères, on ne va pas assister vraiment à un grand changement. Vous prenez le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité ou le ministère de l'économie et des finances, et comme je l'ai dit, qui ont des architectures classiques, on ne va pas assister, on va toujours avoir un gouvernorat, une direction régionale de la police, direction de la douane, ainsi de suite. Donc, mais il y a des économies aussi qu'on va faire en termes d'acquisition des biens et services. Ça veut dire les fournitures,
les locations, souvent on avait besoin d'aller louer des bâtiments privés pour loger des DGS ou d'autres directions. Peut-être qu'on va faire des économies en termes de charges locatives et en termes de charges de fonctionnement. Donc, mais ça reste vraiment dans l'ordre des symboliques. Mais pour qu'il y ait vraiment des économies, c'est dans la manière de produire le service public que les acteurs doivent être beaucoup plus responsabilisés. Et moi, je pense que ce contexte sécuritaire requiert de chacun l'obligation de gérer les ressources publiques avec beaucoup de respect donc pour le contribuable, pour éviter effectivement les gâchis. Les économies budgétaires devront se faire sentir? Oui, effectivement, puisque le nombre de portefeuilles ministériels a été réduit. Pour moi, en tout cas, certainement qu'il y aura des économies qui seront faites. Maintenant, si cela se limite uniquement à la réduction du nombre de portefeuilles ministériels, on n'aura pas atteint l'objectif. Pour moi, on doit aller au-delà, peut-être pour regarder, comme il a dit, la gestion même des départements ministériels. Peut-être pour, en tout cas, réduire les missions que l'on effectue, souvent juste pour aller élaborer des rapports. Voilà. Et peut-être le aussi, Premier ministre l'a déjà dit également. Voilà. Et comme il a dit lors de sa dernière sortie, limiter les parrainages, etc. Il y a pas mal d'activités qu'il faut, en tout cas, travailler à faire disparaître pour en tout cas permettre à l'État de faire des économies et faire face à la crise sécuritaire et je dis aussi alimentaire qui se profile à l'horizon. Voilà. Alors, ce sera le dernier point de ce débat, de cette émission. Dans ce gouvernement, il y a un nouveau ministère qui est créé, le ministère de la prospective et des réformes structurelles. Youssouf Ouattara, pour vous qui êtes spécialiste des politiques publiques, quelle appréciation faites-vous? Moi, je pense que le président du FASO, conformément à son discours, parce que c'est un instrument qui va contribuer à opérationnaliser le changement de paradigme, parce que c'est sur plusieurs dimensions. Et plus ou moins, on a déjà des mécanismes de prospective et de réforme structurelle. Si vous prenez le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales, vous avez le Centre d'études stratégiques sur les questions de sécurité. Et dans les différents départements ministériels, vous avez cette fonction de prospective et de réforme à travers la direction de développement institutionnel. Mais en confiance à un ministère, un département ministériel, je pense que c'est une option stratégique et qui est transversale et qui est vraiment importante pour nous, le Burkina, parce qu'il s'agit de nous positionner au regard de notre environnement, de notre contexte actuel et de notre environnement, de nous projeter dans les différents secteurs. Ça va comprendre la sécurité, ça va comprendre les technologies. Donc la prospective ne s'entend pas simplement en termes d'économie, mais vraiment on va dire c'est transversal, c'est multisectoriel. Et moi je pense que c'est une bonne chose et ça va nous permettre de nous positionner au lieu d'être beaucoup plus réactif et tactique. Là on va être vraiment stratégique. Alors pour les citoyens qui nous regardent, quand on dit ministère de la prospective et des réformes structurelles, comment cela doit se comprendre? Par exemple, vous prenez un domaine, vous prenez le ministère en charge de l'alphabétisation, de l'éducation nationale récemment. Ils ont posé une question lors des assises. Quel est le citoyen de demain qu'on veut au Burkina? Dans 20 ans, dans 50 ans, quel est le type de citoyen qu'on veut? Ça, c'est une réforme structurelle. Donc, ce sont des choses que on peut vraiment, ce ministère peut porter. Vous avez des réformes qui ont été réussies par le ministère de la fonction publique, qui l'a vraiment réussi en intégrant suffisamment les technologies. Et cette dimension dans la gestion administrative, dans la production de l'administration et l'intégration des technologies, je pense que c'est un des éléments
également de changement structurel qu'il faut. Donc c'est transversal comme je l'ai dit. Maintenant je vois leur fonction, la fonction de ce ministère en termes d'orientation, mais aussi en termes d'appui aux différents ministères, parce que chaque ministère a cette fonction de prospective également et de réforme. Mais au moins, parce qu'au niveau des ministères, les gens ont les nez dans l'action, dans l'opérationnel. Mais là, vous avez un ministère qui n'est pas dans l'opérationnel, dont la mission unique est de réfléchir et de regarder plus loin. Donc ils ont la capacité de mieux voir les choses que ceux qui sont absorbés par l'action quotidienne. Voilà. Donc un ministère transversal, un peu à l'image du ministère de l'économie et des finances, qui est devenu ministère de l'économie, des finances et du plan. Qu'en pensez-vous? Un nouveau ministère de la prospective et des réformes structurelles? Bon, c'est comme il a si bien dit, hein. Si nous voulons aller loin, il faut qu'on se projette dans le temps. Alors, un ministère de la prospective et des réformes structurelles est le bienvenu. Maintenant, le problème, c'est que, et c'est comme je l'ai dit tantôt, est-ce que cela procède d'une vision à long terme? Parce qu'on a vu par le passé, effectivement, des ministères avec la même dénomination qui n'ont pas prospéré. Voilà. Alors que ce sont des structures très très importantes. On ne peut pas continuer à naviguer à vue. Voilà. Je crois qu'il y a un professeur en son temps qui avait animé le professeur Jacques Guéda, qui avait fait un travail formidable. Et le document sur la prospective, je crois que c'est 2025. Burkina 2025. Voilà, Burkina 2025. Je crois que ça a été un document apprécié de tout le monde. Voilà. Mais par la suite, quelle suite on a donné en tout cas au département? Voilà. Et c'est finalement dépassé parce que 2025... Ce que je dois aussi préciser, c'est que le volet prospective existait déjà. Maintenant, quand il parle de structure transversale, moi je ne sais pas. Est-ce que ça serait toujours animé par les acteurs du ministère de l'économie ou bien... Parce que c'est un volet qui était rattaché à l'aménagement du territoire et qui était géré par Madame Pauline Zouré. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que c'est toujours dans la même veine que l'on conçoit les choses ou bien on va aller au-delà pour tenir compte d'autres acteurs, voilà, dans la gestion du ministère. Oui, on parlait surtout de problèmes que ça peut générer. Moi, je vois venir ça surtout au niveau du ministère de l'économie et des finances et du plan aujourd'hui. Si on doit faire appel aux acteurs de ce ministère, de l'ancien ministère pour animer le ministère de la prospective et des réformes structurelles avec d'autres acteurs. Donc l'enjeu, parce que certains ont des avantages qui ne sont pas liés à l'emploi, mais qui ont été accordés aux acteurs du ministère. Donc une fois que vous quittez le ministère, c'est pas évident que vous pouvez conserver. Donc ça va être un défi. Est-ce que le nouveau ministère de la prospective va vraiment bénéficier de cadres et de ressources humaines du ministère de l'économie, des finances et du plan. Sinon, il y a des cadres qui vont venir d'autres ministères. Ce que je veux dire aussi, c'est que dans certains pays, cette fonction de prospective et de réforme structurelle est simplement portée par un think tank, c'est-à-dire une structure de réflexion. Maintenant, chez nous, je pense que l'idée, c'est de donner beaucoup plus d'autorité à la structure et à la fonction. Sinon, vous avez vu le CAPES, mais le CAPES n'a pas eu cette autorité nécessaire pour vraiment entraîner les différents ministères sectoriels dans leur production, dans les productions qu'ils ont faites. Mais avec un ministre, vous avez plus d'autorité et de légitimité pour pouvoir induire les changements dans les autres ministères. Est-ce que cela ne va pas également entraîner un chevauchement d'attribution ou un conflit de compétences? Par exemple, si moi je suis dans mon ministère, j'ai élaboré un plan pour un certain nombre d'années et que le ministère chargé de la prospective et des réformes structurelles veut m'imposer quelque chose dans mon ministère, est-ce que ça ne va pas poser problème? Non, ça va dépendre des attributions des membres du gouvernement, parce que si ces attributions-là, il a une légitimité à faire valoir sa voix auprès des autres ministères, mais je pense que c'est beaucoup
beaucoup plus un travail en tandem. Et même la production que le ministre en charge de la prospective et des réformes structurelles va faire, si c'est sur un département ministériel, il ne peut pas l'engager sans forcément associer ces acteurs-là, parce que ces acteurs ont un passif, ils ont également un certain nombre de un capital sur la matière, donc forcément ils vont associer les acteurs de ce ministère. Moi je pense que ça, ce sont des choses, les ministères sont habitués à travailler ensemble. Il doit être un ministre puissant, influent, pour que ces actions puissent être prises en compte, que ces propositions puissent être prises en compte par les autres ministres. Non, moi je pense que si les textes sont clairs et précis et en ce qui concerne ses attributions, c'est au texte peut-être de lui donner cette puissance. Il doit avoir des moyens juridiques d'action. Oui, ça dépend. Par exemple, si on avait ce ministre qui venait en deuxième position ou en troisième position, ou qui était fait ministre d'État, ça peut lui donner effectivement, mais ça veut dire aussi que c'est l'importance ou le rôle que le président de façon et le premier ministre veut lui faire jouer, qui fait qu'il est dans cette position. C'est qu'on estime qu'il n'a pas besoin d'un rang protocolaire extraordinaire pour pouvoir mener sa mission, parce que c'est vraiment technique, et là ça ne nécessite pas forcément une certaine force politique pour pouvoir entraîner les autres ministères. Ouais. Merci à vous, on va s'arrêter là pour ça fait débat. Merci à vous Youssouf Ouattara. Je rappelle que vous êtes administrateur civil, expert en politique publique, directeur exécutif du CIFOWEB, le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget. Merci pour votre contribution à ce débat. Merci également à Adama Bidiga, également secrétaire administrateur civil plutôt, excusez-moi, et ex-secrétaire général du SYNACSAP, le syndicat national des administrateurs civils, et secrétaire administratif du Burkina Faso. Merci pour la contribution à ce débat. Et c'est terminé pour ça fait débat. C'est également terminé pour 7 jours dans la savane. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les différentes plateformes numériques de Savane TV, notre page Facebook, également notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain.